Rappelons rapidement ce qu'il faut entendre par schématisme chez Kant. Dans la critique de la raison pure, le schématisme tente de résoudre le problème posé par l'empirisme. Comment des concepts généraux peuvent-ils être particularisés, représentés par le sujet fini, par une conscience empirique située dans le temps, sans qu'ils cessent pour autant de posséder ce caractère de généralité, sans lequel ils ne pourraient prétendre à une validité véritablement objective, universelle. Dans la mesure où une image générale n'a, de point de vue psychologique, aucun sens, les concepts sont, d'après Kant, des schèmes, des méthodes de construction des objets qui, elles, sont universelles. On connaît le célèbre exemple de Kant, qui répond à Locke et à Berkeley. Il n'est pas d'image du triangle qui serait adéquate à l'image d'un triangle en général. Le concept de triangle est un ensemble de règles qui déterminent la façon dont, dans le temps, il faut procéder pour tracer l'image d'un triangle particulier qui aura des propriétés générales. La schématisation des concepts est appelée par Kant présentation, Darstellung. La nouveauté chez Kant consiste en ce que le concept cesse d'être considéré comme une image générale qui habiterait l'entendement pour devenir une activité de construction des objets ou des lois objectives scientifiques. Il n'est plus une représentation passive, mais un travail, un Begreifen. C'est le temps qui va rendre possible pareil schématisme, qui, en temporalisant les catégories, permet de les transformer en méthodes qu'il faut comprendre à partir du caractère opératoire du schème. Le problème du schématisme est donc celui de l'activité même de l'esprit vivant dans sa double dimension d'activité et de passivité, de spontanéité et de réceptivité. Le problème du schématisme est repris par Kant dans la critique de la faculté de juger, où il est énoncé de la manière suivante. Exposer la réalité de nos concepts exige toujours des intuitions. Si ce sont des concepts empiriques, les intuitions s'appellent exemples. Si ce sont des concepts purs de l'entendement, on les appelle schèmes. Mais si l'on exige d'exposer la réalité objective des concepts de la raison, on désire l'impossible. Le schème comme tel n'est qu'hypotypose, présentation, acte, consistant à rendre sensible un intelligible. C'est dans ce cadre qu'est analysée la théorie du symbolisme. Le concept que la raison seule peut saisir ne trouve pas d'équivalent, ou plutôt d'intuition sensible. Il y a simplement analogie dans le procédé de la faculté de juger, ce qui permet de préciser la différence kantienne entre le schème et le symbole. Le symbole est pour la réflexion une présentation indirecte par une analogie, tandis que le schème est présentation, exhibition du concept. Le schème est donc un procédé de présentation d'un concept dans l'intuition. À la différence du concept, l'idée a pour caractéristique qu'elle ne peut précisément pas être adéquatement présentée dans l'intuition. Sa présentation consiste donc pas en un schème, mais seulement dans un symbole. La confusion entre le schème et le symbole entraîne, selon Kant, le mysticisme, puisqu'on est dans une telle identification portée à croire, c'est là l'illusion, en la parfaite réalisation de l'idée. Schleiermacher se réfère rarement directement à la critique de la faculté de juger, où on trouve pourtant l'idée d'une image qui flotte, si importante chez Fichte, définition très proche de la lettre même de Schleiermacher. Dans l'introduction à la dialectique de 1833, ce dernier donne en passant l'une de ses rares définitions du schème, image générale, diversement mobile, que l'on appelle également schème, et selon lesquelles se groupent ensuite les perceptions singulières. Le schème se définit comme l'image déplaçable et générale qui d'un côté relève de la fonction intellectuelle, de l'autre de la fonction organique. Aucun concept universel n'est vivant en nous sans un composant sensible. Ce dernier n'est ni le concept intégratif des images sensibles de toutes les choses singulières déjà perçues, ni toutes les espèces appartenant à un genre, car il faudrait pour cela du temps. Or, cette image est présente simultanément avec le concept même et dans le même moment. Il est indéterminé et comprend la possibilité de déplacement des images sensibles subordonnées les unes dans les autres. C'est moi qui souligne le schème qui inscrit le temps dans sa possibilité de déplacement et donc ce qui permet de rapporter la perception au concept. Il doit en outre précéder ce concept qui le rend possible, puisque sans intuition le concept n'est pas. Le concept, quant à lui, dans la mesure où il permet de préciser les images générales,
fixe également les schèmes. Schleiermacher illustre sa conception de la manière suivante. Lorsque quelqu'un voit pour la première fois quelque chose, sans avoir jamais rien vu de semblable, bien qu'il y ait vu quelque chose d'analogue, en sorte qu'il dispose d'un concept du genre supérieur, par exemple, quelqu'un qui ne connaît que des édifices voit pour la première fois une tour. Alors, il la subsumera rapidement sous ce concept, ou bien plutôt sous son schème, se faisant les figures géométriques servant de guide. Servent de guide. Mais il devrait être bien stupide si, représentée comme déplaçable, l'image sensible de la tour singulière ne lui devenait pas, eo ipso, l'image sensible générale de l'espèce. Les cours de psychologie donnent une définition similaire. Les images génériques, que nous désignons par l'expression schème, parce qu'en effet, ils ne sont que des images de figures et de rapports jusqu'à un certain degré variable. Ils nous permettent ensuite de subsumer sous l'image générale des objets nouveaux qui n'avaient pas encore été rencontrés dans la considération du singulier. Bref, l'image générale, comme déplaçable et mobile, est ce qui tient lieu de schème dans l'effort de détermination des choses et procure le concept. On sait au moins, depuis Locke, le malaise à concevoir des idées générales, embarras érigé en doctrine chez Berkeley, auquel répond la théorie du schématisme de Kant, et formulée clairement par Rousseau, par exemple, qui, devant l'impossibilité des images générales, et dans le cadre d'une théorie du langage proche du schématisme linguistique, écrit « Toute idée générale est purement intellectuelle. Pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée devient aussitôt particulière. On ne dispose en effet que d'images sensibles, qui en tant que telles sont particulières. » Schleiermacher ne l'ignore pas. De par notre nature sensible, tout concept est pour nous accompagné d'une image sensible et de ce fait particulière. Lorsque nous énonçons un concept général chez un arbre, nous avons toujours en même temps une image sensible. Schleiermacher connaît donc le lien entre l'image générale et le mot. Dans ses notes sur la psychologie de 1818, le langage a une double fonction, volonté de mise en ordre contre la confusion et volonté d'oublier contre la surcharge. Dans ce contexte, le mot est immédiatement mis en rapport avec l'image, mais le nom, comme tel, n'est toujours attaché qu'au contour commun du semblable et laisse de côté le différent subordonné. Nous nous déchargeons donc en lui et en l'image interne générale qui est rattachée d'une quantité d'impressions singulières. Le mot est ce qui permet de fixer l'image. Le mot « Wort » sert à fixer l'image générale pour pouvoir à nouveau la remémorer. Il ne faut pas s'y tromper. Lorsque Schleiermacher parle d'image générale, il entend moins désigner une image qu'une activité de l'imagination. En 1822, Schleiermacher présente même le processus de la production générale des images et la schématisation comme des synonymes, car une image générale est une variation imaginaire. L'image générale n'est image de rien, mais permet de comprendre les images singulières. Comme générale, l'image ne peut pas être le résultat de la fonction organique, mais relève nécessairement de la fonction intellectuelle en rapport avec la fonction organique. En cela, le processus de schématisation relève d'une faculté intermédiaire ou de ce qui en tient lieu. Car il faut bien remarquer que Schleiermacher, à la différence de Kant ou de Fichte, ne parle pas directement d'imagination, mais d'oscillation ou de flottement. De cette oscillation, toute l'activité de pensée est posée uno actu. Revenons alors au paragraphe précédent de la seconde partie de la dialectique de 1814, qui sont une variation du schématisme kantien. Le schématisme est ce qui permet de transformer l'impression en concept en le configurant. Une figure singulière comme phénomène donné n'entre pas dans le sens sans ces schèmes généraux, et le schème passe sans une figuration singulière. Les deux deviennent simultanément dans le processus oscillatoire. Explication difficile dans sa circularité qui fait du schématisme, chez Schleiermacher, ce qu'en affirmait Kant, un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine et dont nous aurons de la peine à arracher à la nature le secret du fonctionnement pour les mettre à découvert sous les yeux. C'est bien pourquoi on peut rapprocher cette image qui flotte du rôle de l'imagination chez Fichte, das schwebende Bild. Fichte dit que l'imagination est un pouvoir qui flotte entre la détermination et la non-détermination, entre le fini et l'infini. Et plus loin, ce flottement même
désigne l'imagination par son produit. Elle produit celui-ci, pour ainsi dire, dans ce mouvement et par ce mouvement lui-même. S'il y a ainsi mouvement, c'est qu'essentiellement l'imagination est en contradiction avec elle-même, ce qui l'inscrit dans la temporalité. Pour la raison pure, simplement, tout est en même temps. Il n'existe en temps un temps que pour l'imagination. C'est bien là ce qui se retrouve chez Schleiermacher, le schématisme et la manière pour le système des concepts d'être en l'homme, c'est-à-dire d'être en rapport avec la réceptivité nécessairement temporelle. Ainsi se trouve, comme chez Kant, lié l'intemporalité idéale et le temps de l'intuition attaché à notre finitude. Chez Schleiermacher aussi, on peut donc définir l'homme de manière kantienne comme étant précisément le sujet du schématisme. Ainsi, par la transformation de la subjectivité en activité, cette réponse à la question « qu'est-ce que l'homme ?» nous met bien en présence d'un sujet, comme auteur d'une activité, mais d'un sujet non monadique. Il est l'ouverture au temps, et plus généralement non métaphysique. Il reçoit la structure catégoriale, il ne la fonde pas. La théorie du schématisme ouvre ainsi sur une philosophie pratique et sur l'humanité dont précisément Schleiermacher a besoin dans sa perspective éthique. De ce qui vient d'être dit, on comprend que l'identité du savoir est nécessairement fondée sur l'identité du schématisme, c'est-à-dire sur la formation des concepts. Dans cette perspective, le schématisme est capital tant pour l'éthique, où il assure la synthèse spéculative entre la nature et la raison qu'elle vise, que pour la dialectique, car il est seul à pouvoir assurer l'identité de la formation du système des concepts et donc l'établissement du savoir. L'importance du schématisme chez Schleiermacher tient cependant encore à un autre point, à savoir son ancrage dans une théorie du langage qui montre comment la tentative de synthèse entre nature et raison génère une transformation par le langage de la philosophie transcendantale. Kant avait ouvert la voie, et c'est là sans doute un aspect capital en liant sa théorie du schématisme à une théorie de la signification. Seul a sens ce qui peut être schématisé, c'est-à-dire particularisé dans le sens interne ou représenté dans le temps. Comment saurions-nous en effet procurer un sens, une signification à nos concepts, si quelque intuition, devant toujours être en fin de compte l'exemple d'une expérience possible quelconque, ne leur était point soumise? Ainsi, comme le font remarquer Luc Ferry et Alain Renaud, le discours de l'absolu, la métaphysique entendue comme métaphysique spéciale, est donc à proprement parler dénué de sens, puisqu'il ne peut jamais être pratiqué, il ne peut jamais être pratiqué par un sujet fini. Un discours n'a de sens que s'il peut être présenté comme une intuition dans une intuition. Nous retrouvons là le problème de Schleiermacher relatif à l'impossibilité de tout discours sur Dieu ou l'absolu auquel concluait si fortement la dialectique. Rapporté à la problématique du langage, le schématisme chez Schleiermacher peut donc être saisi comme la méthode qui permet d'assigner leur sens aux significations. Cet assignement exige la présence d'un sujet donateur de sens. En d'autres termes, comprendre ce qu'est le langage, c'est comprendre comment en use un sujet linguistique qui est sujet du schématisme. Il faut remarquer que chez Kant, le schématisme transcendantal n'est en rapport qu'avec des concepts purs de l'entendement, alors que la détermination des concepts empiriques se fait autrement. Les concepts empiriques se fondent en effet sur l'unité de l'acte de synthèse qui réunit diverses représentations sous une représentation commune. Mais le schématisme, là aussi, sera nécessaire car dans la mesure où il y a hétérogénéité entre le concept qui réunit et le divers sensible, la représentation synthétique ne correspond à aucune représentation singulière. Seul son schème en indique la construction, ce qui ne garantit jamais pour autant que deux individus parviennent à une intuition singulière rigoureusement identique. Cette différence, toujours possible, engendrera chez Schleiermacher la nécessité de l'herméneutique. Comme l'avait noté Wilhelm Dittler, Schleiermacher a dû trouver dans le système de l'idéalisme transcendantal de Schelling l'application du schématisme empirique des concepts au langage. C'est probablement la raison pour laquelle on trouve dès les années 1805, où Schleiermacher restait très proche de la philosophie de l'identité, une utilisation presque naturelle du schématisme linguistique, reprise implicite, qui semble d'autant plus évidente que son fonctionnement n'est nulle part expliqué. La problématique dont parle Schelling est classique. Il cherche à comprendre comment se fait le jugement, c'est-à-dire comment, en lui, objet et concept se rapprochent l'un à l'autre. Dans ce cadre, il reprend l'idée du schématisme
que nous connaissons par notre propre expérience intérieure. Après avoir distingué schème, image et symbole, Schelling donne une définition fort correcte du premier. Le schème n'est pas une représentation déterminée sous tous ses aspects, mais simplement l'intuition de la règle selon laquelle un objet déterminé peut être produit. Il est donc intuition et non concept, car il est ce qui médiatise concept et objet. Mais il n'est pas non plus intuition de l'objet, mais seulement intuition de la règle selon laquelle un tel objet peut être produit. Cette compréhension du schématisme permet un tournant esthétique. Schelling, comparant l'activité de l'imagination dans le schématisme au mode de production artistique tout en insistant sur l'universalité de l'activité schématisante, de l'entendement, dès qu'il s'agit de reconnaître un objet déterminé en partant de son concept. Schelling déduit fort succinctement par ailleurs sa théorie de la signification de cette première analyse. On peut déduire de cette nécessité du schématisme que tout le mécanisme de la langue repose sur lui. La proposition qui identifie mécanisme linguistique et schématisme trouve un écho direct chez Schleiermacher. La naissance du langage est attachée à ce processus de schématisation et est fondée en lui de manière suffisante. De fait, Schelling ne dit pas beaucoup plus du schématisme linguistique et n'en tire pas de conséquences. Le schématisme est, et c'est là ce que requiert la langue pour être comprise, ce qui permet de rendre compte du passage du général au singulier, afin que nous puissions désigner des objets singuliers à l'aide de mots, par essence généraux. C'est donc davantage à des incitations de Schelling qu'à une authentique théorie que se rattache Schleiermacher. Dittler avait raison de souligner l'importance du schématisme dans la philosophie de Schleiermacher, et en particulier dans son herméneutique en s'interrogeant sur la théorie du processus de formation du concept du langage. Il résumait comme suit sa théorie. Nous rencontrons ici le concept psychologique de schème si important pour le langage, à savoir que toute représentation sensible est en même temps une représentation de l'espèce et du genre. C'est là le point décisif de la possibilité de la formation des concepts. Mais l'image singulière comme espèce, c'est-à-dire pensée comme universelle, est précisément le schème. Penser comme universelle ne signifie rien d'autre que penser dans sa possibilité d'être déplacée, à savoir de sorte qu'elle puisse changer sans quitter son espèce. En ce point, nous saisissons donc l'unité des fonctions de l'intelligence et de l'organisation. Dans la théorie de la connaissance, le schématisme a donc pour rôle central d'établir l'union de l'universel et du particulier, comme de l'idéal et du réel. Dittler dit juste en désignant le schème schleiermacherien comme concept psychologique, et il formule par là même la distance qui le sépare de Kant. Ce que retient en effet Schleiermacher, nous l'avons dit, et c'est là peut-être encore une influence persistante de l'école de Halle, c'est principalement ce que Kant appelle le schématisme empirique, savoir l'intuition de la méthode selon laquelle procède l'imagination pour transformer en image un concept qui n'est pas intemporel et donc pas éternel. C'est pourquoi Schleiermacher insiste tant sur la notion d'image, sans qu'il soit dit par ailleurs que Schleiermacher distingue toujours clairement les concepts purs de l'entendement et les concepts empiriques.